de la population avait une position inférieure dans la société. Les esclaves occupaient 5% de la population totale du Tibet. Ils étaient discriminés et considérés comme des bêtes sachant parler. Dépourvus de tout moyen de production de la moindre liberté individuelle, les esclaves se trouvaient au bas-fond de la société. Ils faisaient partie des classes des Tralpas et des Duchung. Les Tralpas faisaient du travail non rétribué pour le compte de leurs propriétaires. Tuchung, petit foyer, était constitué de Tralpas ayant fait leur faillite. Ils représentaient 30 à 40% des Serves. Voici une famille de Tuchung qui habitait dans l'écurie du propriétaire. Les Tuchung avaient un statut social plus inférieur que les Tralpas. Dans l'ancien Tibet, les moyens de production étaient monopolisés. Les propriétaires de serves, qui ne représentaient que moins de 5% de la population, détenaient la totalité des terres et des pâturages, ainsi que la plupart des bestiaux. C'était le Dalai Lama qui leur avait octroyé ces moyens de production. Les propriétaires de serves jouissaient du droit d'exploitation et d'héritage et pouvaient en disposer à long gré. Nous voyons ici des photos montrant l'octroi de certificats aux officiers de différents échelons par le Dalai Lama. Voici une scène montrant un serve un enfant dans les bras, venu faire inscrire son nouveau-né auprès de son propriétaire et verser la capitation. Les enfants des serves devenaient aussi des serves dès leur naissance. Les propriétaires pouvaient les céder, les hypothéquer, les vendre ou les échanger contre d'autres objets. L'exploitation des serres par le propriétaire s'effectue essentiellement par la corvée et l'usure. Voici les corvées annuelles d'un foyer de serves qui comprenait le travail non rétribué, les impôts en nature et les impôts en espèces. Les corvées représentaient 60% de la totalité du travail fourni et le reste, c'est-à-dire les impôts en nature et en espèces, 40%. Les seigneurs géraient eux-mêmes 70% de leurs terres de qualité meilleure et louaient le reste à leurs serves en tant que tenures serviles. Les serves qui cultivaient les tenures devaient faire du travail non rétribué pour le compte de leurs propriétaires. C'est ce qu'on appelait la corvée interne. Par ailleurs, les serves se voyaient obligés d'accomplir des corvées externes imposées par le gouvernement local. Vous allez voir ensuite une photo montrant un serve qui portait sur le dos un officiel pour franchir lors du passage des montagnes. Voici une consigne qui prévoit de manière détaillée les exigences du déplacement, par exemple l'heure de départ et le lieu de destination, etc. Ayant reçu la consigne, le serve devait s'acquitter de cette corvée externe conformément aux demandes. Nous allons vous présenter ensuite les dettes de chapelet. Une fois contractées, le débiteur n'arriverait jamais à les rembourser. On désignait une pratique de cautionnement. Si le débiteur faisait faillite ou s'enfuyait, les familles qui se portaient garantes devraient payer ses dettes à sa place. Dans l'ancien Tibet, non seulement les autorités locales aux différents échelons avaient établi un appareil judiciaire, mais aussi les seigneurs de manoirs, les grands monastères et les chefs de tribu pouvaient juger des affaires et avoir leur propre prison à titre privé. Si les serfs portaient atteinte aux intérêts de ces derniers ou se trouvaient incapables de payer dans les délais fixés, les redevances et les impôts, les seigneurs recouraient à des tortures atroces comme l'arrachement des yeux, l'amputation des mains ou des pieds, le port d'un chapeau en pierre et la détention dans des cages, etc. Ces photos nous permettent de prendre effectivement mesure de la vie des Serves à l'époque. Leur droit à l'existence avait été bafoué. Les Serves vivaient dans une misère extrême. Ce sont des statistiques sur les décès décimés par des épidémies. Selon les statistiques, la population de Lhasa comptait 20 000 personnes en 1950 et plus de 10 000 d'entre elles vivaient dans des bidonvilles.
Avant 1959, régnait au Tibet une situation caractérisée par la migration de la production, la propagation des épidémies, la misère noire de la population. Comment vivait alors le 14e Dalai Lama et toute sa famille? Nous disposons ici des chiffres concernant les avoirs du 14e Dalai Lama et de sa famille. Avant la réforme démocratique, il possédait au total 27 manoirs, 30 pâturages avec plus de 6000 serfs. Jusqu'en 1959, toujours selon les statistiques, le Dalai Lama possédait à lui seul 160 000 taels d'or, 95 millions de taels d'argent et plus de 20 000 pièces de jade et de parure. Quel contraste frappant entre cette richesse et la misère des serfs et des esclaves. Ainsi se termine notre exposition sur l'histoire et le système de servage au Tibet. Le Tibet est une partie intégrante de notre grande patrie et les populations multiethniques du Tibet sont des membres importants de la grande famille de la nation chinoise. Le 23 mai 1951, le gouvernement populaire central et l'ancien gouvernement local du Tibet signèrent les modalités de la libération pacifique du Tibet. L'armée populaire de libération de Chine fit son entrée au Tibet. Les forces impérialistes en furent chassées et le Tibet acquit son émancipation pacifique. En 1959, la rébellion armée fomentée par les éléments réactionnaires des couches supérieures du Tibet furent écrasées et la réforme démocratique fut entreprise au Tibet. En 1965, fut créée la région autonome du Tibet. Le Tibet s'affranchit dès lors des ténèbres de l'état arriéré, de la pauvreté, du totalitarisme et de la fermeture pour évoluer vers la clarté, le progrès, l'aisance, la démocratie et l'ouverture. Le Tibet a brûlé des étapes dans son développement depuis plus de 50 ans pour passer du système de servage féodal au système socialiste et a connu d'immenses changements. Il convient d'indiquer en particulier que depuis le lancement de la politique de réforme et de l'ouverture sur l'extérieur, l'aspect du Tibet se renouvelle sans cesse et la construction socialiste a obtenu des succès remarquables dans les domaines économiques, politiques, culturels et sociaux. Aujourd'hui, le Tibet, surnommé Toit du monde, respire partout de la prospérité. Depuis la libération pacifique du Tibet en 1951, plus de 50 ans se sont écoulés. D'immenses changements se sont opérés dans cette région autonome. Sur le toit du monde d'aujourd'hui règne partout une situation encourageante de prospérité. Vous voyez ici une photo concernant l'accord sur les modalités de libération pacifique de Tibet. Cet accord comprend 17 clauses, d'où son abréviation de l'accord en 17 articles. À compter de 1961, se tient dans les différentes régions du Tibet l'élection générale, une nouveauté dans l'histoire du Tibet. Vous voyez ici des serfs émancipés du district de Naitung qui votent dans la joie pour élire les représentants du peuple. En septembre 1965, la première assemblée populaire de la région autonome du Tibet s'est tenue à Lhasa. Ngabo Ngawang Jigme a été élu président du premier gouvernement populaire de la région autonome. Les autorités centrales attachent depuis toujours une importance particulière aux affaires du Tibet, manifestent une grande affection à la population tibétaine. Elles ont tenu à 4 reprises des réunions sur le travail du Tibet, si bien que d'immenses changements y sont intervenus dans les domaines économiques et sociaux. Grâce à la sollicitude des autorités centrales, le Tibet figure parmi les premiers dans tout le pays sous les 5 aspects au terme du bien-être de la population. Le Tibet a été le premier à exempter les impôts agricoles aux années 1980, à mettre en vigueur la politique consistant à dispenser aux écoliers et lycéens tous les frais de nourriture, de logement et d'études, à généraliser l'éducation obligatoire en milieu urbain et rural, à mettre en vigueur le régime d'octroi du minimum vital en faveur des agriculteurs et des pasteurs démunis, à couvrir les habitants urbains et ruraux de l'assurance maladie minimum, à réaliser le système de soins médicaux gratuits en faveur des agriculteurs et des pasteurs.